Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, nous en sommes, excusez-moi, à la troisième vidéo de révision, donc de la matière. Alors, je vais tenter une autre technique pour tenter, excusez-moi, d'avoir un meilleur enregistrement en espérant que cela fonctionne. Alors, nous en sommes dans ce cours à, excusez-moi, voilà, bon, je navigue un peu comme vous le voyez. Nous en sommes dans ce cours à la section Les États, la souveraineté de l'État. Donc, alors cette notion de souveraineté, vous vous en souviendrez, nous l'avons abordée surtout lorsque nous avons vu la Convention sur les droits et devoirs des États, donc la Convention de Montevideo. Convention au cours de laquelle, donc, nous avions regardé notamment les 4 éléments qui composent un État. Et c'est là où j'avais apporté cet élément qui diffère de ce que vous avez vu dans d'autres cours, puisque nous avions vu ici que les États se composent d'une population, d'un territoire, d'un gouvernement et de la capacité d'entrer en relation avec les autres États. Donc, je n'avais pas introduit la notion de souveraineté comme étant une composante de l'État. Mais cette notion de souveraineté existe, ça nous en avons parlé. Vous avez notamment ici les articles 3 et 4 qui font référence à des éléments de cette souveraineté. Donc, les États ont une souveraineté interne et externe, mais ils sont souverains. Ils ont le monopole de la gestion de l'administration de leur territoire tel qu'ils l'entendent. Ils peuvent choisir de s'organiser politiquement, juridiquement, de la manière qui leur plaît, et il ne peut pas y avoir d'intervention des autres États. Donc, cette notion de souveraineté existe, mais ce n'est pas une composante de l'État, c'est une caractéristique, excusez-moi, dont bénéficie l'État du fait d'être un État. Nous savons qu'il en découle plusieurs effets, plusieurs caractéristiques. Et un de ces effets, c'est donc cette égalité entre les États sur la scène internationale, puisque les États sont tous souverains, ils sont donc tous égaux. Et donc, un État ne peut pas imposer à un autre État ses décisions, ce qui veut dire que, notamment, de cette souveraineté découle une immunité juridictionnelle. Je souligne ce titre ici uniquement en raison de son... je souligne cette affaire uniquement en raison de son titre. Donc, il en découle une immunité juridictionnelle. Vous avez d'ailleurs ici la Convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens qui explique parfaitement de quoi il s'agit. Alors, cette immunité juridictionnelle signifie que les États, ne bougez pas, on va aller, je crois que c'est l'article 3, si je ne me trompe pas. Voilà, excusez-moi, 5. Donc, comme vous le voyez ici à l'article 5, cela signifie qu'un État jouit pour lui-même et pour ses biens de l'immunité de juridiction devant les tribunaux d'un autre État sous réserve des dispositions de la Convention. Donc, en d'autres mots, cette immunité fait en sorte que l'État A ne peut être jugé devant les tribunaux de l'État B. C'est ça dont on parle. Alors, que l'État puisse être jugé, l'État A, puisse être jugé donc par ses propres tribunaux, mais nous ne sommes pas ici en droit international. Ça, c'est du droit national. Il faut le conserver à l'esprit, hein, puisque si vous êtes opposé à un État, mais peut-être qu'avant de venir voir les tribunaux de votre État d'origine, il serait opportun de réfléchir aux possibilités que vous offrent les tribunaux de l'État tiers. Hein? C'est ça le premier réflexe que vous devriez avoir. Donc, les États ont des immunités devant les tribunaux des autres États, tout simplement, en raison de cette souveraineté. Ce qui ne veut pas dire donc, je le répète, que vous ne seriez pas capable de faire juger un État pour son comportement, mais il vous faut trouver le bon forum et ce bon forum risque en fait d'être les tribunaux de l'État en question. Alors, c'est un moyen de défense qui peut être, qui doit être appliqué dès le début de la procédure
Et le juge doit veiller à cette application, c'est-à-dire que le juge peut soulever lui-même cette question et faire valoir qu'il croit, il considère que l'entité qui est devant lui est un État et qu'il n'a pas juridiction pour juger le dit État. Donc là, il faudra débattre de la question. Ou alors l'État va comparaître dans la procédure, mais uniquement pour faire valoir que le tribunal n'a pas compétence et faire valoir donc au tribunal qu'il ne peut pas le juger. Et là, il faudra donc débattre de la question. Le juge devra rendre un premier jugement pour indiquer s'il considère avoir effectivement la compétence ou non. S'il considère ne pas avoir la compétence, bien, le dossier va tout simplement tomber de lui-même ici. Je vous rappelle que dans les jugements que nous avions à lire, vous avez ici l'affaire Parent contre Singapore Airlines, qui justement est un exemple de cela, de cette question. Donc, est-ce que le tribunal avait compétence? Ce qui est également intéressant ici, c'est que finalement, l'État défendeur était un État qui n'était pas reconnu par le Canada. Le Canada n'avait pas émis de document reconnaissant le dit État, mais le juge a fait valoir que la notion d'État est une notion de fait. On doit vérifier l'existence de certaines caractéristiques. Si on arrive à la conclusion que ces caractéristiques existent, on doit donc conclure qu'il s'agit d'un État. Et s'il s'agit d'un État, mais il a droit à l'immunité, comme tous les États devant le tribunal national. C'est ce qu'a fait la Cour supérieure ici. Et je vous rappelle qu'elle a utilisé pour ce faire la convention de Montevideo que nous avons étudiée donc, tout au long de cette session pour déterminer si effectivement Taïwan était un État ou pas. Ici, elle a conclu qu'il s'agissait effectivement d'un État. Poursuivons donc avec cette notion, ce traité sur l'immunité des États et de leurs biens. Mais vous avez ici, donc, tout au long de cette affaire, de ce document dont nous avons eu l'occasion de discuter en classe, les notions pour mettre en application et surtout, et c'est là où, voilà, excusez-moi, et surtout, vous avez des exceptions à cette immunité. Vous le voyez, donc un consentement express, donc à l'exercice de la juridiction. L'État défendeur dit oui, j'accepte d'être jugé par les tribunaux de l'autre État. La participation donc à une procédure, l'État intervient. Il n'est pas jugé, mais il a décidé d'intervenir dans une procédure. Une demande conventionnelle, il est poursuivi et au lieu de dire « vous n'avez pas compétence », il dit « ce n'est pas vrai, je ne dois pas payer 1 million ». C'est le demandeur qui doit me payer 2 millions, c'est ça la demande conventionnelle. Ben, s'il pose cette question au tribunal, évidemment, après ça, il lui sera difficile de dire ben non, 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 l'affaire du million, là, vous n'avez pas compétence, mais pour mes 2 millions à moi, oui, vous avez compétence. Vous comprenez bien que ça ne tiendrait pas la route, naturellement. Et donc, vous avez ici d'autres sujets dont nous avions parlé également, les transactions commerciales, c'est-à-dire qu'un État ne peut alléguer son immunité lorsqu'il s'agit d'un domaine commercial. En d'autres mots, l'État ne peut faire valoir son immunité que lorsqu'il s'agit de questions d'administration publique. Frapper-monnaie, l'administration de l'armée, des impôts, etc. Ici, transaction commerciale, mais comme nous avions dit, serait assez injuste une compagnie qui travaille dans le domaine de la vente de l'alcool puisse bénéficier d'une immunité, alors qu'un entrepreneur indépendant, lui, ne bénéficierait pas de cette immunité. Tout le monde doit jouer suivant les mêmes règles du jeu, donc dans ce marché des affaires. Les contrats de travail également, donc pour les employés qui sont issus de l'État qui est impliqué, l'État où on tente d'introduire la procédure, les atteintes à l'intégrité physique d'une personne ou d'un dommage au bien. Attention, je ne suis pas certain que tout le monde avait bien compris cet article. Lisons-le ensemble. À moins que les États concernés n'en conviennent autrement, un État ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre État, compétent en l'espèce dans une procédure se rapportant à une action en réparation pécuniaire en cas de décès ou d'atteinte à l'intégrité physique. Donc, on est dans le domaine civil, hein,
réparation pécuniaire, donc décès ou intégrité physique d'une personne, ou en cas de dommage ou de perte d'un bien corporel dû à un acte ou à une omission prétendument attribuable à l'État, si cet acte ou cette omission se sont produits en totalité ou en partie sur le territoire de cet autre État. Et si l'auteur de l'acte ou de l'omission était présent sur ce territoire au moment de l'acte ou de l'omission. Donc, il s'agit ici d'un agent, par exemple, de l'État A, qui poserait un geste, comme vous le voyez, qui porterait atteinte à l'intégrité physique ou à la vie sur le territoire de l'État B, et on veut introduire une procédure donc, devant les tribunaux de l'État B. Ça fonctionnera. Mais, contrairement à notre affaire ici, Jones, que vous avez ici donc en surbrillance, contrairement à notre affaire Jones, il ne s'agit pas d'un cas où vous auriez un ressortissant qui serait sur le territoire de l'État A, serait torturé par des agents de l'État A et reviendrait dans l'État B et tenterait d'introduire une procédure dans cet État B. La procédure ici ne fonctionne pas. En l'occurrence, Jones nous enseigne que l'immunité fonctionne toujours, prévaut dans ce cas de figure, et même contre les agents, à l'encontre des agents qui ont travaillé donc au service de l'État, ici en l'occurrence. Donc, attention, il ne faut pas se tromper dans la lecture de cet article 12. Puis écoutez, je ne crois pas que vous êtes capable de lire les autres si vous voulez, exclusions ou exceptions qui se trouvent dans ce traité sur les exceptions à l'immunité. Que dire? Je vous souligne naturellement que vous avez deux vidéos, deux vidéos sur la souveraineté étatique et une autre vidéo sur les immunités des États qui me semble bien résumer la situation en ce domaine. Voilà, je crois qu'avec cela, on a fait un petit résumé de la souveraineté étatique et de l'immunité des États. Naturellement, j'ajouterai un dernier point, c'est à savoir qu'il ne faut pas oublier que dans le domaine pénal, la question est différente. Ici, nous étions en domaine civil, et plus particulièrement lorsque nous sommes dans le domaine donc qui concerne les crimes majeurs, donc interdits par l'humanité. Dans ce cas de figure, l'immunité ne tient naturellement pas à l'encontre des agents qui auraient posé ces actes, fût-ce des agents ayant les fonctions premières dans l'État, le chef d'État, le chef de gouvernement, le ministre des Affaires étrangères. Ces gens peuvent être jugés dans ce type de situation. Concluons cette affaire en disant que c'est l'état actuel du droit. Il n'empêche pas les États de réfléchir et de s'entendre sur d'autres concepts. Le droit international évoluera certainement dans ce domaine, mais ce principe vaut pour l'instant. Merci.